Je vais juste donc vous resituer un petit peu BFC Numérique pour ceux qui ne connaîtraient pas. On est le cluster numérique de la région Bourgogne-Franche-Comté. On est là pour fédérer et accompagner les acteurs de la filière numérique de l'ensemble de la région. Et depuis le confinement, on a mis en place ce programme de workshop pour permettre au plus grand nombre de connaître les différents outils et services que la filière numérique peut offrir. Donc aujourd'hui, ce sera l'utilisation de la visio et on a choisi d'aborder un thème qui touche tout le monde et tout manager ou toute personne qui justement se retrouve en télétravail et qui éventuellement peut rencontrer des situations qu'il n'avait pas encore vécues jusqu'à maintenant. Et donc Hélène est là justement pour nous donner quelques pistes de réflexion et quelques conseils sur cette situation inédite pour beaucoup d'entre nous. Écoute Hélène, je vais te laisser te présenter et puis donc je me permettrai de t'interrompre s'il y a des questions. Très bien, merci. Donc, je peux commencer mon partage d'écran? Je t'en prie. Ok, alors c'est parti. Bonjour à tous et toutes. Hop. Mon partage d'écran fonctionne bien? Alors, pas encore. Parce que, alors pourquoi ça s'est mis en tout petit? Là, j'ai lancé le support. Ouais, c'est bizarre parce que ça s'est mis en tout petit. Alors, je vais refaire. Ah, oui, parce que... Intégralité de l'écran. Ok, partager. C'est bon? On n'a pas encore le PowerPoint. Ah, et voilà. J'ai mis en diapo. C'est bon? Alors oui, c'est affiché. Je pense qu'il va... Oui, non, il est en tout petit. C'est ça qui est bizarre. Pourtant, sur mon écran, il est full screen. Alors, en fait, quand tu partages, il faut que tu mettes partager. Alors, je recommence. Pourtant, c'était la même manip. Ouais, partager l'intégralité de votre écran. Alors, je prends l'autre, une fenêtre. Fenêtre de l'application. Oui. Conférence visio. Voilà. Partager. Est-ce que là, c'est bon? Non, c'est bizarre, il s'affiche en tout petit. Et là, en diapo. Est-ce que tu peux agrandir peut-être ta fenêtre? Je suis au maximum là. Je suis en screen. C'est très bizarre. C'est les aléas du direct. Alors, je refais une dernière fois. Intégralité, fenêtre de l'application. Ouais, ça devrait marcher. Intégralité de l'écran. You are presenting your screen. Et là, quand je lance mon diapo, toujours pas? Non. Alors, attends que déjà la diapo se lance. Parce que là, on n'a même plus tes diapos pour l'instant. Hop. Là, je suis en plein écran. Alors, il y a Virginia apparemment qui peut nous aider. Hop, je vous développe le micro. Virginia, c'est bon, vous avez le voilà. Excusez-moi, en fait, sur la conférence, moi j'ai déplacé ma fenêtre qui était en bas à gauche et après je suis allée sur le petit angle qui est en bas à droite juste pour agrandir la fenêtre et comme ça je vois sa fenêtre en entier en fait. Ben oui, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Ah, bon. Désolée, moi ça fonctionne, mais effectivement ça ne fait pas comme d'habitude. Là je vois la page d'ordinateur de... Alors, j'arrête. Hop. C'est quand tu l'enlèves que ça refonctionne. Il faut bien que je clique sur commencer le partage d'écran, l'intégralité de votre écran, partager. Oui, c'est ça. De toute façon, je n'ai pas 100 000 possibilités. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Et ben alors, laisse-le comme ça et apparemment chacun... Je laisse mon diapo et chacun met en full screen du coup. Oui, c'est ça. Ok. Donc, c'est bon, je peux commencer? Oui. Ok, nickel. Désolée pour ces aléas du direct et les difficultés logistiques et informatiques parfois de la distance. Alors, on va parler effectivement des émotions au travail, du management au ménagement de soi. Alors, très rapidement, pour me présenter, je suis enseignante-chercheuse à Bourgogne School of Business, qui est une école de commerce et de management à Dijon.
qui est l'école de commerce et de management à Dijon. Et j'enseigne en gestion des ressources humaines, comportement organisationnel et RSE. Et mes recherches portent justement sur la question des émotions au travail et de la santé-sécurité dans les organisations privées, publiques, etc. Dans le cadre de mon travail de thèse qui a été soutenu en juin 2017, donc qui a commencé 4 ans avant, je me suis penchée sur le cas des métiers à risque physique et psychologique et j'ai donc travaillé pour des policiers, des urgentistes, enfin, on parle beaucoup des personnels soignants, effectivement, il y a beaucoup d'émotions en ce moment au travail pour eux, des enseignants en zone d'éducation prioritaire et des téléconseillers de l'entreprise Orange, dans une optique initialement comparative. Et donc, ce que je vous propose, suite à ces recherches, c'est que on réfléchisse à une transférabilité des bonnes pratiques qu'on peut identifier dans ces métiers à haut risque, à haute difficulté, on va dire, pour les professionnels, et puis voir dans des métiers initialement moins à risque, ce qui peut être utilisé, transférable et intéressant pour les individus, le collectif et l'organisation dans son ensemble. Donc, c'est pour ça que je vous propose une petite présentation sur les émotions et ensuite répondre tout au long de cette conférence aux questions et aussi à la fin s'il en reste, de pouvoir parler tout d'abord de qu'est-ce qu'une émotion, qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans le cerveau, au niveau de la psyché. Donc, on va faire un petit panel pour bien définir la thématique d'aujourd'hui, parce qu'il faut vraiment savoir de quoi on parle. Ensuite, le lien entre le corps, la santé et l'émotion. Et puis, on prendra l'expérience justement de l'étude de ces différents métiers à risque pour ensuite en dégager des grandes pratiques managériales, organisationnelles, collectives, individuelles et réfléchir à quelques préconisations par rapport à la situation actuelle. Est-ce que ça va comme plan? Jusque-là? Alors, juste une petite info, on a trouvé l'astuce. En fait, quand vous l'avez tout petit, le diaporama, il vous suffit de regarder en bas à droite, vous avez 3 petits traits et vous tirez dessus pour pouvoir agrandir l'image. Voilà, c'est résolu. C'est tout bon? Ok, super. Alors, tout d'abord, si vous voulez retrouver l'intégralité de l'étude qui porte sur la question des émotions au travail en lien avec la qualité de vie au travail et la santé et sécurité au travail, j'ai mis tout mon travail de doctorat en ligne. Donc, il suffit de taper thèse.fr Hélène Monnier et puis vous tombez sur l'intégralité de ce travail-là. Et je vous en dégagerai les principaux apports, on va dire, les principales contributions, tant théoriques que opérationnelles, plus managériales, on va dire, avec peut-être un axe qui sera un peu plus fort, qui est donné à la formation, étant aussi formatrice sur les émotions et la santé-sécurité au travail dans des organisations privées et publiques. J'accompagne un certain nombre d'organisations sur ces sujets-là et du coup, une partie des préconisations sont assez axées sur l'entraînement, la préparation, l'anticipation et bien sûr la formation. Je prends l'exemple initialement des policiers, mais ça s'applique bien entendu à toute forme d'organisation. Alors, on est bien sûr sur des enjeux concernant les émotions de sécurité, de qualité aussi de service qui est rendu, parce qu'on est vraiment dans une organisation la plupart du temps en relation avec, on ne travaille jamais seul, que ce soit des clients, des partenaires, des collègues, lorsqu'on manage, peu importe, on est tout le temps en interaction. Et donc, il y a un enjeu de déploiement de qualité relationnelle, on va dire, de compétences émotionnelles qu'on va définir dans cette présentation. Bien sûr, il y a un enjeu sanitaire. On va parler justement du lien entre émotion et santé et les effets qu'il y a sur le corps avec les différentes composantes du stress aussi en termes de cortisol, d'adrénaline, noradrénaline et ses effets sur la santé au long terme. C'est un enjeu politique aussi parce qu'on parle de plus en plus d'épuisement au travail, épuisement aussi émotionnel dans une de ses composantes. Et donc, c'est une question qui se pose aujourd'hui dans la reconnaissance de certaines situations comme maladie professionnelle. Et puis, c'est un enjeu juridique, l'employeur ayant l'obligation d'assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs. Donc, la question que je me suis posée, c'est d'explorer ces différentes régulations des émotions. Alors, peu importe les métiers dans lesquels nous sommes aujourd'hui, c'est vraiment pour vous donner un éclairage. Il fallait bien prendre un type de métier. Alors, j'ai choisi un métier un peu archétypal initialement, les policiers primo-intervenants sur la voie publique. Et c'est ça qui va nous permettre d'éclairer différentes stratégies de régulation des émotions dans tout métier en général. Et on va voir justement comment on peut transférer ces bonnes pratiques, ces bonnes stratégies d'un métier à l'autre. Vous verrez, ce sera un gros tableau que je vais vous présenter en fin de conférence qui récapitule toutes les stratégies et ressources de régulation des émotions dans la littérature et du coup dans la pratique aussi.
Si vous voulez avoir accès à l'historique un peu de la question de l'émotion en sciences de gestion et surtout en gestion des ressources humaines, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps dans la Revue française de comptabilité qui porte sur l'histoire justement de l'émotion dans les théories en management. Alors, si vous avez des questions sur le sujet, on pourra y revenir. Je ne voudrais pas être trop théorique, mais on est vraiment sur des enjeux assez récents, parce que c'est autour des années 90, 2000 jusqu'à aujourd'hui que les sciences sociales, sciences des organisations et la GRH commencent à exploiter la question des émotions comme objet de recherche à part entière. Et tout ça est issu d'un certain nombre de courants qu'il y a eu auparavant et d'un certain nombre de travaux aussi en neurologie qui ont établi le lien entre l'émotion et la prise de décision. En gros, vous ne pouvez pas prendre de décision sans avoir une part d'émotion. Donc, en fait, une décision ne peut pas complètement être rationnelle, une décision homme ou femme, on va dire, même si l'intelligence artificielle aujourd'hui essaye de nous aiguiller sur certaines stratégies de prise de décision. On a une composante fatalement qui est émotionnelle et c'est d'ailleurs une bonne chose parce que l'émotion, c'est aussi une information sur notre environnement. Donc, l'environnement nous indique qu'il se passe quelque chose et donc c'est quelque chose qui va nous pousser à l'action. D'ailleurs, c'est la même racine que la motivation. Ça vient de movere, qui veut dire mettre en mouvement. Et donc, l'émotion, c'est ça qui nous permet de prendre une décision et donc d'être en mouvement, en motivation. Alors, pour avoir peut-être plus de contenu par rapport à cette question-là du lien entre émotion et prise de décision, je pense surtout aux personnes qui ont des fonctions de management et de leadership qui nous écoutent sur cette conférence aujourd'hui. Je vous renvoie à l'excellent travail d'un très, très grand neurologue qui s'appelle Antonio Damasio, qui a écrit plusieurs œuvres, mais vraiment la principale qui met en avant ces travaux-là entre le lien entre émotion et prise de décision, c'est l'erreur de Descartes. Donc, il a étudié un certain nombre de patients qui avaient eu des lésions dans les lobes préfrontaux du cerveau. Et il s'est rendu compte que tout en gardant un certain niveau de QI, donc de quotient intellectuel, ces personnes démontraient en revanche des altérations dans l'expression de la personnalité et du comportement qui n'étaient plus du tout prosocial et devenaient, on va dire, entre nous, imbuvables, voire se psychopathisaient, parce que justement, la connexion entre la zone du devant préfrontal qui nous permet d'avoir une maîtrise de soi, une réflexion, on va dire, sur certaines situations, et les zones un peu plus, pas archaïques, mais on peut les appeler archaïques si on caricature, mais c'est des zones émotionnelles qui s'activent lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, d'incertain, ou une émotion, quelle qu'elle soit, plaisante ou déplaisante dans notre environnement, nous permettent justement, c'est la connexion qui nous permet d'avoir une stratégie de comportement qui soit adaptée par rapport à la situation. Et donc là, en l'occurrence, pour les patients, ce n'était pas le cas. Il y a eu des lésions dans ces zones-là. Donc, c'est vraiment lui qui a élaboré le lien entre l'émotion et la prise de décision. Le lien, finalement, entre émotion et rationalité. Alors, nous, on va s'intéresser aux différentes stratégies de régulation des émotions qu'on peut déployer aujourd'hui dans vos différentes situations, en se demandant d'abord qu'est-ce qu'une émotion et quels sont les risques justement de cette émotion. On peut se dire, est-ce que c'est une ressource ou est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est un problème en soi? Alors, si on reprend la définition initiale, les émotions sont des réponses organisées qui incluent des systèmes physiologiques, donc on va voir qu'il se passe quelque chose dans le corps, cognitifs, motivationnel, donc c'est ce qu'on disait dans le passage à l'action impulsive, on va dire, et expérientiel au-delà de l'aspect psychologique. Donc, il y a vraiment différentes composantes dans cette émotion. Il y en a 5. Donc, pour les récapituler, mais je vous montrerai le processus émotionnel final un peu plus bas dans la présentation. Vous avez une composante physiologique, cognitive, de sentiments subjectifs, de tendance à l'action, et une composante comportementale. Ce qu'on voit, nous, au travail, ce qu'on étudie, ce qu'on peut étudier en tant que chercheur, c'est la composante comportementale parce que c'est la plus visible justement lorsqu'on étudie par exemple les prises de décision ou de la gestion de crise ou de la gestion de situations, on va dire, émotionnelles. La contagion d'ailleurs émotionnelle en fait partie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps lorsqu'on ressent une émotion, lorsqu'on est en situation de stress? Alors, il faut bien se dire que le stress, c'est un état d'éveil. Il peut être plaisant ou déplaisant, peu importe, sauf que le stress, on ne sait pas à quelle émotion il correspond. Donc, en fait, en soi, pour pouvoir agir sur une situation difficile, sur une crise, il vaut mieux identifier à quelles émotions ce stress est relié. Sinon, en soi, dire « je suis stressé », ça ne veut rien dire. On ne peut pas répondre et avoir une stratégie de régulation qui soit adaptée si on n'est pas plus précis que ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, par exemple, on tombe malade en vacances? Vous avez deux grands systèmes, le sympathique et le parasympathique.
Le parasympathique, c'est celui qui vous calme, c'est celui qui vous détend et le corps tend tout le temps à avoir ce niveau d'équilibre-là entre le niveau d'éveil et le niveau de repos, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Lorsque vous êtes en situation de stress, en situation de tension, que ce soit une émotion qui soit plaisante ou déplaisante pour vous, vous allez produire ce qu'on appelle des catécholamines, qui est un mélange d'adrénaline et de noradrénaline, qui permet à votre corps de répondre aux besoins, donc d'avoir assez de ressources pour répondre aux besoins qui sont issus de l'environnement, que vous avez identifié en tout cas comme intéressant pour vous, parce qu'on va voir que l'évaluation, elle peut être subjective aussi. La deuxième composante, enfin la troisième ici composante qui va se dégager, ça va être le cortisol. Alors le cortisol, il est très intéressant parce que c'est lui qui va vous permettre d'avoir assez d'énergie, assez de ressources pour répondre aux besoins imposés par la situation, en tout cas que vous avez identifié comme importants, sauf que au bout d'un moment, il s'épuise. Donc on n'a pas tous le même niveau d'ailleurs de cortisol, en tout cas de régulation du cortisol dans le corps. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que le cortisol, il a un effet qui est antalgique. Si vous mettez dans une situation de crise et que vous faites mal quelque part, vous n'allez rien sentir sur le coup, mais c'est le lendemain que vous allez voir que vous êtes cogné, vous avez un bleu, etc. Pourquoi le cortisol est utile en situation de stress? C'est justement pour ne pas ressentir la douleur ou ne pas être flouté par d'autres paramètres, on va dire, que ce qui pose vraiment problème. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle en secteur policier l'effet tunnel, donc qui peut servir justement à focaliser sur le danger ou la menace pour les professionnels, mais qui ne permet que de focaliser sur ça. Donc, c'est difficile d'avoir du recul dans ce type de situation. Donc, le cortisol, il nous sert beaucoup à répondre à des situations de crise. Le problème, c'est que plus la crise ou le stress, en tout cas, ses effets durent dans le temps, sont chroniques, plus vous avez une dérégulation du cortisol qui va se produire. Et pourquoi je disais, pourquoi on tombe malade en vacances? C'est parce qu'en fait, lorsque vous avez des agents étrangers qui viennent justement des inflammations potentiellement dans votre corps, c'est le cortisol qui régule les espèces de petits boxeurs qui sont chargés de mettre dehors ces agents étrangers. Ces agents étrangers s'appellent des cytokines pro-inflammatoires. Elles sont intéressantes, c'est utile justement pour préserver le système immunitaire, mais c'est ce qui vous donne de la douleur. Et le cortisol, lorsque vous en produisez beaucoup, eh ben, il permet justement de faire baisser cette sensation de douleur. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque vous arrêtez votre activité et que vous n'êtes plus stressé? Et bien justement, vous avez le parasympathique qui remonte, le cortisol qui est moins produit, et donc vous avez davantage de douleur, d'inflammation, en tout cas d'expression de l'inflammation qui était là sous-jacente initialement, mais qui ne s'exprimait pas parce que vous étiez en situation de stress avec cortisol qui était produit en flux tendu. Donc en fait, ce qui pose problème quand on parle de ménagement de soi et de gestion des émotions, c'est le stress chronique, c'est-à-dire le stress qui va vraiment perdurer dans le temps, qui va faire que soit vous allez être en hypocortisolisme, c'est-à-dire que vous n'allez plus produire assez de cortisol pour réguler les fameux cytokines qui permettent de mettre dehors les inflammations, les microbes, etc. Soit au contraire, vous allez être en hypercortisolisme, mais les zones sur lesquelles le cortisol doit se fixer vont, elles, plus travailler du tout parce qu'elles seront en épuisement. Donc, c'est ça qui explique que, en termes de gestion de son énergie, l'émotion et le stress, c'est très important à connaître, à reconnaître chez soi pour pouvoir aménager son activité et éviter des situations d'épuisement qui sont d'ailleurs évitées dans certains métiers d'élite. On explique ça, enfin les médecins du RAID et de certaines unités expliquent ça aux professionnels pour qu'ils puissent aménager leur activité et lorsqu'ils sont en fin, on va dire, en fin d'activité, avant par exemple une prise de congé, qu'ils puissent aménager leur énergie et faire redescendre tout doucement ce fameux équilibre là, nécessaire entre sympathique et parasympathique. C'est comme si vous aviez couru, je ne sais pas, 1 heure, vous faites du jogging. Je ne sais pas si vous pouvez en faire en ce moment, mais imaginons. Si vous arrêtez d'un coup et que vous ne faites plus rien, vous allez avoir quand même le cœur qui bat pendant un petit moment, vous allez quand même transpirer pendant un petit moment, vous allez quand même être essoufflé pendant un petit moment. Ça ne peut pas s'arrêter d'un coup. Donc, nécessairement, pour ne pas tomber malade, on a besoin petit à petit de redescendre à un niveau qui soit stable, ce qu'on appelle l'homéostasie, l'équilibre des forces entre le sympathique et le parasympathique. Est-ce que ça va bien jusque-là, Delphine? Est-ce qu'on m'entend bien? On entend très bien et on voit très bien les visuels maintenant. C'est bon. Vous avez vu, certains sont sympathiques quand même. Tout à fait. N'hésitez pas à poser vos questions pour les participants. N'hésitez pas à m'interrompre, pas de souci. Donc, si on prend un peu de recul par rapport à ces questions, vous avez donc vos 3 états de stress, donc le fameux hypostress où là, on n'est pas assez en éveil et effectivement, là, vous avez un niveau d'énergie qui est faible, une forme d'apathie qui peut se développer par rapport
à ce type de situation. Le stress adaptatif, c'est celui qui va dire est optimal. En psychologie cognitive, on appelle ça le flow. C'est les situations de travail ou d'œuvre, en fait, ça dépend, ça peut être un loisir en soi, où on est tellement concentré sur la tâche, tellement intéressé qu'on ne voit plus le temps passer. La plupart du temps, on se dit, ah ok, il s'est passé tout ça, on est dans notre bulle. Et là, c'est vraiment un niveau optimum d'énergie en soi. Ensuite, vous avez bien sûr le stress dépassé, où là, vous êtes effectivement au-dessus de vos ressources par rapport aux exigences liées à la situation. Le stress, c'est ça, en fait, c'est la mauvaise balance qui peut se passer entre ce que vous avez identifié comme contraintes issues de l'environnement et ce que vous avez identifié comme ressources dont vous disposez. Donc, que ce soit des ressources cognitives, sociales, familiales, énergétiques, physiques, enfin, peu importe, toute ressource que l'individu peut identifier. Et donc, au long terme, lorsque on n'est pas connecté par rapport aux différents signaux que le corps nous envoie, on peut se mettre dans des situations effectivement d'épuisement de manière assez insidieuse, de burn-out. Et là, effectivement, c'est très difficile de pouvoir revenir à une zone qui soit optimale. Donc, la gestion de son énergie, elle est très importante dans ce sens-là. Et les 3 grands trépieds qu'on retrouve dans des métiers dits d'élite, des métiers à risque, à haut risque, à haute fiabilité, on les appelle comme ça, c'est vraiment le trépied sommeil, sport, alimentation. Au niveau individuel, hein, après, je balayerai le côté plus collectif, organisationnel et managérial, mais c'est vraiment la première chose qui fait partie, limite de la fiche de poste des agents, c'est d'être capable d'avoir des zones comme ça de gestion de son énergie, parce que des fois, vous devez dormir dans des endroits improbables, vous réveillez tout de suite et on apprend justement à réguler cette énergie-là. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs à ce sujet, vous avez un très bon livre qui explique ce qu'on appelle les TOP, qui sont les techniques d'optimisation du potentiel. Donc, c'est issu du docteur Edith Perrault-Pierre, qui est un médecin des armées initialement, qui a été allé piocher un peu dans différentes pratiques en psycho, enfin dans différentes disciplines, et qui a créé une sorte de mallette pédagogique qu'on appelle les techniques d'optimisation du potentiel, qui sont utilisées pour des métiers à risque comme ceux que je vous ai présentés en début de conférence. Et pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment très salvateur. Je l'ai testé pour ma soutenance de thèse et je peux vous dire que ça nous apporte beaucoup en termes de gestion du temps, du stress, des émotions et de l'énergie en fait au quotidien. Alors après, c'est des exercices qu'il faut faire dans le temps. C'est toujours pareil, il faut avoir une certaine discipline par rapport à ces pratiques-là. Alors, quand le stress devient chronique, effectivement, vous avez différents signaux sur lesquels vous pouvez focaliser, que ce soit pour vous ou pour vos collaborateurs. Et le problème du télétravail, c'est que c'est très difficile justement maintenant d'avoir accès à ce type d'informations qui relèvent souvent du bon sens pour un management de proximité, mais qui là, à distance, nous empêche peut-être d'être plus pertinents. Vous avez effectivement des indices qui sont physiques, des indices qui sont émotionnels, comportementaux ou de cognition. Si vous voulez, on pourra revenir là-dessus. Vous avez plein d'exemples dans le PowerPoint juste en dessous. Vous avez ces 4 grandes familles, on va dire, sur lesquelles on peut focaliser pour avoir une vue d'ensemble, on va dire, un faisceau d'indices convergents pour identifier si la personne est en souffrance, en danger ou pas. Alors, au niveau de ce qui se passe dans le cerveau, je pense que je vais le garder plutôt pour les questions, si vous avez ce type de questions qui peut venir peut-être en fin de présentation, pour voir un petit peu ce qui se passe dans le cerveau et le lien entre émotion et prise de décision, mais j'aimerais quand même prendre plus de temps sur les bonnes pratiques dans le collectif et dans l'organisation. Donc, je vais passer un peu rapidement là-dessus. Alors, sur les compétences émotionnelles, on en parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence émotionnelle, alors qu'il y a un concept que j'utilise pas beaucoup parce qu'en fait, l'intelligence est un potentiel, donc c'est intéressant en soi, mais étant donné que mes recherches se mènent sur des terrains in situ avec un travail ethnographique, j'étudie plutôt l'activation de cette intelligence et du coup, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle la compétence émotionnelle. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que ces compétences émotionnelles. Et la première des compétences émotionnelles, c'est d'être capable de distinguer, de percevoir les différentes émotions chez soi et chez les autres. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la série Lie to Me, qui a été inspirée par les travaux de Paul Ekman, qui est un grand psychologue, qui a été le premier à poser la question de l'universalité de l'expression des émotions chez les hommes, en fait, un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on aurait la même expression du visage? Donc là, comme vous pouvez voir, alors les photos datent d'un certain nombre d'années, là, avec un photographe, mais vous pouvez retrouver les émotions qu'il appelait primaires. Donc, on retrouve la colère, le dégoût, la surprise, la joie, la peur et la tristesse. Et donc, ce psychologue-là, il est allé dans les années 70 en Papouasie-Nouvelle-Guinée et il a demandé à des sociétés dites primaires de jouer des émotions, d'exprimer
des émotions comme la perte d'un être cher, le fait de casser un objet auquel on tient, enfin, différentes situations qui font émerger de l'émotion chez la personne et donc l'ont mis en scène. Suite à ce travail-là, il en a déduit que l'expression des émotions était universelle, alors dans une certaine mesure, hein, on verra qu'effectivement aujourd'hui, la méthodologie a été décriée en partie. Il a écrit d'ailleurs un bouquin qui s'appelle « Je sais que vous mentez », qui explique l'importance d'être formé à la détection des différentes émotions et leur expression, lors du visage, du corps, etc., pour surtout les métiers de policiers, d'investigation, et les métiers aussi du personnel soignant, surtout lors de situations, dans les hôpitaux psychiatriques, de situations de passage à l'acte suicidaire. Donc, le livre est assez intéressant. J'ai travaillé avec le commandant de police que vous voyez ici en photo sur le sujet, qui lui est notre référent formateur sur la détection des passages à l'acte agressif, justement par le biais de la détection des micro-expressions et macro-expressions du visage et du comportement. Alors, apprendre toujours avec des pincettes, parce que cette étude-là, c'est ce qu'on appelle la synergologie, et c'est pas une science exacte, c'est pas une science, en fait, d'ailleurs, c'est pas reconnu en tant que tel comme une science. Ce sont que des travaux, on va dire, de terrain empirique. Alors, c'est pas tout acheté, il y a des choses intéressantes, mais vu qu'il y a un ancrage culturel qui est fort et une prise en compte du contexte qui est nécessaire, je reste très mesurée par rapport à cette question-là. Pour moi, c'est un indice de plus qui n'est pas inintéressant pour avoir été formé sur le sujet, mais on ne peut pas avoir une interprétation, une conclusion qui soit à 100% certaine tant qu'on n'a pas ce fameux faisceau d'indices convergents dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, vous retrouviez la colère. Bon, là, on était censé jouer la tristesse. Là, alors, oubliez un peu les tests capillaires que j'ai pu effectuer. Nous avions le mépris, qui est la seule émotion asymétrique dans son expression. La honte. Puis là, je pense que vous reconnaissez tous cette situation de sidération. Et on le voit particulièrement dans les yeux, au niveau de la midriase que vous retrouvez dans les yeux. Alors, la midriase, c'est quand même un indice qui est assez intéressant. C'est le fait d'avoir les pupilles qui se dilatent lorsque vous avez une forte émotion, quelle que soit sa valence, qu'elle soit plaisante ou déplaisante. Vous voyez chez la personne une dilatation de la pupille qu'on appelle une midriase. Et à l'inverse, c'est ce qu'on appelle une myosis, la pupille se rétrécit, est vraiment toute petite. Donc là, on peut penser que c'est le système parasympathique qui est davantage activé. Alors, ça ne veut rien dire pour des personnes qui ont pris des substances, bien évidemment. Faire un petit peu d'humour et puis pour terminer, notre photographe qui nous joue la joie. Alors, vous allez vous dire, OK, mais est-ce qu'en soi, c'est vraiment la première compétence émotionnelle en réalité ? Et bien, justement, en tant que chercheur, on se pose encore la question. Il y a un certain nombre de tests qui ont été créés, ce qu'on appelle le FACS, le Facial Action Coding System, qui a permis de former un certain nombre d'officiers de police, surtout aux États-Unis, pour repérer des passages à l'acte agressifs ou de terrorisme en soi. Donc, c'est intéressant. Mais si on se demande à quelle émotion cette petite image correspond, beaucoup de personnes vont penser peut-être à la colère, la douleur. Je ne sais pas, peut-être que dans le chat, Delphine, vous voyez quelques petites idées là-dessus. Qu'est-ce que c'est cette émotion? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, on va leur laisser le temps d'écrire. Alors, la joie, cri de joie. OK. Quoi d'autre? La joie d'avoir gagné, la douleur. Oui. La rage. Oui. La victoire. La souffrance. La joie. Voilà. Donc là, par exemple, on a combien de réponses en tout, grosso modo, une dizaine? Oui, c'est ça à peu près, oui. C'est ça. Donc là, on voit que sur une seule image, on ne peut pas dire qu'en fait, la détection, l'expression de l'émotion est universelle, parce que sinon, on aurait eu la même réponse pour les 10 personnes. Et en fait, en réalité, il nous manquait le contexte. Alors, peut-être que certains l'ont reconnu. On est effectivement sur une joie intense, la victoire, la douleur, c'est certain, évidemment. Peut-être, je ne sais pas, peut-être une forme de rage aussi, la rage de vaincre, je ne sais pas. Donc, on peut voir que si on a juste l'expression sans le contexte, il nous manque trop d'informations. Donc, en fait, on ne peut pas en déduire que l'expression de toutes les émotions est universelle, en fait, en soi et que tout le monde serait capable de la détecter. Alors, initialement, ce qui a mis dans la panade Paul Ekman, qui a été le premier à mettre cette question en avant, c'était que dans le premier questionnaire qu'on voit ici,
Il vous fallait juste entourer à quelle émotion ça correspondait. D'ailleurs, j'aurais pu vous faire l'exercice avec la photo d'avant. Et on voit qu'effectivement, il y avait un certain nombre de bonnes réponses, autour de 70, 80. C'était quand même quelque chose d'assez significatif. Donc, il s'est dit, OK, peut-être qu'il y a quelque chose d'universel derrière. Mais lorsque on crée un questionnaire beaucoup plus vaste en termes de réponses, qualitatif, là, il fallait juste répondre sans avoir d'indice, sans avoir de choix possible. Et bien là, les bonnes réponses tombent à 50, 60%. Donc, on voit qu'il y avait en fait finalement une orientation dans les réponses qui ont potentiellement pu biaiser les résultats. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à cette question-là, c'est que quand on parle d'émotion, vu qu'il y a une part qui est éminemment subjective et que l'émotion, elle est socialement construite, c'est-à-dire qu'elle n'est plus universelle dans son expression, et ben, la peur en soi ne prend pas qu'une seule forme physique ou qu'une seule forme comportementale. Donc, en fait, la norme, c'est qu'il y a de la variation et pas de l'uniformité. Ça, c'est la seule norme qu'on peut retenir. Et d'ailleurs, je trouve que l'image qui est juste en dessous l'exprime assez bien. On est toujours sur des chocolats, là, c'est pareil, on est toujours sur des émotions, mais on voit qu'il y a une infinité d'expressions pour une même émotion, possiblement. Et donc, sans le contexte en soi, notre interprétation peut être biaisée. Et donc, c'est pour ça que je prends beaucoup de pincettes avec la question de la gestion de l'émotion. Enfin, c'est pas vraiment la gestion, au final, c'est plutôt la régulation de l'émotion au travail. Parce qu'il vous faut un faisceau d'indices convergents, comme on disait tout à l'heure. Alors, je vous propose d'aller, du coup, voir, pour terminer, le processus émotionnel. Qu'est-ce qui se passe effectivement? Alors, on a vu dans le corps ses effets sur la santé, la sécurité potentiellement dans les métiers à risque. Mais avant de passer aux bonnes pratiques issues des recherches, je vous propose d'abord d'identifier ce processus émotionnel-là qui est assez complet. Alors, en gros, l'émotion, c'est un processus relationnel transitoire. C'est-à-dire que c'est la relation entre un objet et un sujet. L'objet, c'est la situation ou l'événement. Le sujet, c'est vous. Donc, lorsque vous avez une situation, un événement, qui soit externe ou interne, on peut soi-même se provoquer une émotion lorsqu'on pense à quelque chose de passé, par exemple, ou lorsqu'on projette une situation. Donc, la situation ou l'événement peut être interne ou externe. Vous avez, vous, le sujet en face, ce qu'on appelle l'évaluation cognitive de la situation. Donc là, c'est un peu la valeur affective que vous allez donner face à la situation. Est-ce que c'est plaisant, déplaisant, grave, pas grave, important, pas important? Vous avez une intentionnalité dans cette évaluation. Et cette intentionnalité, elle est potentiellement subjective en fonction de votre histoire, votre passé, votre expérience, votre âge, votre contexte, votre apprentissage. Mais ceci dit, dans un même groupe de travail, étant donné qu'il y a ce qu'on appelle une culture commune organisationnelle, d'où l'importance d'avoir un faible taux de turnover dans une équipe, vous allez potentiellement avoir ce qu'on appelle une évaluation cognitive collective. C'est-à-dire que le collectif dans son ensemble va identifier rapidement où il y a un problème, où il y a une crise. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, à quoi ça correspond? Donc, c'est pour ça que d'avoir un collectif qui est stable dans le temps, c'est une des clés, par exemple, en termes de bonnes pratiques, qui est identifiée dans les métiers type métiers d'élite, métiers à haut risque. Une fois qu'il y a cette évaluation-là, vous avez ce qu'on appelle les intérêts. Alors, les intérêts, c'est la sensibilité que vous avez par rapport à la situation. C'est souvent en lien avec vos besoins et avec vos valeurs. Vous savez qu'à chaque émotion correspond un besoin. Je vous montrerai juste après les différents besoins qui correspondent à chaque émotion. Par exemple, pour la vigilance, c'est le besoin d'exploration. Pour la peur, c'est le besoin justement d'être réassuré. Pour la colère, c'est le besoin d'agir sur la menace. Enfin, vous avez différents besoins qui correspondent à chaque émotion. Et donc ça, ce sont ce qu'on appelle des variables silencieuses. Elles sont assez peu étudiées en psychologie parce qu'elles sont très individuelles. Les valeurs, c'est très individuel en soi. On peut changer ses croyances, mais on ne change pas ses valeurs. Et donc, les besoins des individus ont intérêt à être définis dans toute situation de travail en soi pour mieux comprendre cette interprétation d'émotions. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'expression de ces émotions, de manière un peu plus visible. Tout d'abord, vous avez la préséance. Donc là, c'est lorsque vous avez l'expression des fameuses dopamine, catécholamine, cortisol, etc. Là, le corps, il commence à recevoir une forme d'engagement en fonction justement de cette évaluation-là. Vous avez eu de la gravité ou pas de la situation. Dans cette préséance, vous avez 3 niveaux de conscience. Un niveau qui n'est pas conscient du tout. Un niveau qui est très conscient, qu'on appelle autonoétique. Le premier, c'est ce qu'on appelle anoétique. Et un niveau de semi-conscience qu'on appelle noétique tout court. C'est-à-dire que ce niveau de conscience, il faut vous imaginer que c'est un peu comme quand vous marchez dans la rue.
il y a beaucoup de personnes que vous croisez et en même temps, vous parlez à quelqu'un. Vous êtes concentré sur la discussion avec votre personne. Et lorsque vous marchez dans la rue, vous allez esquiver les passants, un poteau, enfin voilà, des différents obstacles sans le savoir. Vous allez être en mode automatique. Mais pourtant, votre corps va faire des choix, malgré vous. Ce sera des choix qui vont être ancrés parce qu'ils ont été appris. Et à la fin de la discussion, à la fin de la route avec votre collègue, vous allez être incapable de dire le nombre d'obstacles que vous avez évités. Donc, vous avez une semi-conscience finalement de la situation. Et bien, en pré-séance, c'est exactement le même concept. Vous avez ces 3 niveaux de conscience, non-conscience ou semi-conscience. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'attitude préparatoire. Donc là, c'est les dispositions que vous avez à l'action. Quelles sont les stratégies de régulation que vous allez choisir pour agir, pour être en mouvement, le fameux être en mouvement, mot véré du terme émotion. Et bien sûr, l'action impulsive, c'est l'expression de ce mouvement, c'est justement le comportement, c'est la relation que vous allez entretenir avec l'objet, donc avec la situation, si on veut boucler la boucle action impulsive, agir sur la situation. Et donc ça, ce comportement, il va avoir une direction. Par exemple, si vous êtes en colère, le but, ça va être d'éradiquer la menace. Si vous ressentez de la peur, ça va être de fuir le danger. Donc là, vous allez avoir justement cette prise de décision qui va se faire, qui est à la fois cognitive, à la fois perceptuelle, parce qu'on se dit, je ressens quelque chose dans mon ventre, mon cœur qui bat, etc. On a ce qu'on appelle une interoception ou une viscéroception, c'est-à-dire qu'on est conscient du cœur qui bat, du mal de ventre, etc., qui va vous permettre de passer à l'action. Et donc là, c'est l'expression du comportement, en fait, en soi. Est-ce que ça va jusque-là, Delphine? Est-ce que je peux passer justement au lien entre processus émotionnel et pratique? On va vous laisser quelques instants si vous avez des questions déjà sur cette partie. Alors, apparemment, pour le moment, tout semble clair. On dit que c'est bon. Wow, même à distance. Alors voilà, on nous dit effectivement, c'est super, mais ça va un peu vite. Ah, ok. Mais je suis en forme aujourd'hui, alors ok, je vais essayer de baisser l'énergie. Là, je suis peut-être en flow, par exemple. Il y a des chances, d'ailleurs. Est-ce que, par contre, tu peux juste appuyer sur le petit mot masqué en bas de ton écran? Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Non, c'est bon. Oui, ce sera possible, effectivement, d'avoir le replay pour pouvoir revoir le workshop si besoin par la suite. Il sera disponible en fin de semaine sur notre site internet. À toi la parole. On va le mettre peut-être en moins rapide, effectivement. Là, c'est vrai que j'ai beaucoup... Mais voilà, il faut le regarder autant de fois qu'ils veulent. Et ça, je pense, c'est justement parce qu'il manque l'interaction, la vraie interaction, on va dire, visuelle. Pour pouvoir me caler sur une énergie en lien avec les personnes en face. Avec les émotions qui dégagent, s'ils comprennent ou si ça va trop vite. Oui, aussi, c'est vrai que c'est plus pratique de s'adapter quand on a des signaux faibles, on va dire. Voilà, mais effectivement, c'est indiqué que les personnes suivent, mais comme tout est nouveau, il faut le temps qu'ils assimilent. Oui, puis là, c'est quelque chose c'est quelque chose, je pense, qui est fondamental de poser la question de qu'est-ce qu'une émotion, comment ça s'exprime dans le corps, pourquoi c'est là, pour pas se dire que c'est juste un ressenti, que c'est juste subjectif et que c'est un truc de bonne femme. Enfin, moi, j'ai eu un peu tout par rapport à ça. Il faut vraiment poser les bases de d'où ça vient, les différentes composantes, le processus en soi, pour en fait le formaliser un maximum. Parce qu'on ne peut pas agir sur quelque chose si on ne sait pas ce que c'est, le plus précisément possible. Vous avez beau avoir un super marteau, si vous ne savez pas où sont vos clous, vous allez taper comme un sourd sur votre planche et ça ne va jamais marcher. Donc, cette phase-là, vraiment de définition de base, on va dire, du processus émotionnel, ses composantes, le lien avec le corps, je pense qu'elle est fondamentale et il vaut mieux passer un peu de temps là-dessus. Donc, les participants, effectivement, vous n'hésiterez pas à nous indiquer si vous souhaitez qu'on prévoie une formation un peu plus longue sur cette thématique. C'est quelque chose qu'on peut prévoir ensuite. Alors, il y a quelqu'un qui nous partage un commentaire. Par exemple, pour baisser son stress, d'essayer d'identifier où on a mal dans le corps pour permettre de diminuer le stress. Oui, alors ça, c'est une des compétences émotionnelles en termes de régulation des émotions, c'est l'interoception. C'est la faculté de pouvoir détecter par rapport à la situation où on en est dans son niveau d'énergie. Parce qu'en fait, c'est ça qui va mettre en difficulté des professionnels sur le stress chronique, c'est qu'on va avoir tendance à se surestimer. Dire c'est bon, je peux le faire et je prends toujours plus. Et en fait, j'écoute pas les différents signaux qu'on a vus tout à l'heure, que ce soit comportementaux, d'irritabilité, d'émotions, de cognition, etc. Et lorsqu'on est déconnecté finalement de nos besoins,
de nos valeurs aussi des fois et de ce qui se passe dans notre corps, on peut avoir tendance à persister dans une mauvaise prise de décision. En l'occurrence, je continue de travailler, je ne m'arrête pas. Et au final, de s'épuiser sans voir forcément les signaux que le corps vous envoie. Donc, c'est très intéressant ce concept d'interoception. On le retrouve beaucoup chez les grands sportifs, justement, parce qu'il ne faut pas qu'ils se blessent, que ce soit à l'entraînement ou le jour J. Donc, en fait, il y a un gros enjeu de ménagement de soi, d'où sommeil, sport, alimentation, et de connaître ses zones et ses limites pour ne pas se surestimer. Et c'est souvent le problème. Et d'ailleurs, en soi, les émotions, elles vous floutent aussi, cette information-là. Je pense à la pire des émotions en termes de prise de décision et de connaissance de ses limites, c'est la colère. Lorsque vous êtes en colère, c'est qu'il y a une menace et que souvent, ça touche à vos valeurs. La plupart du temps, c'est autour de l'injustice, la colère. On verra dans le tableau récapitulatif des émotions et des besoins qu'il y a derrière. Et donc, la colère, en termes de prise de décision, en psychologie, j'en rigole parce que c'est vrai que c'est assez bluffant de voir l'impact que ça peut avoir, contrairement à une super émotion qui s'appelle la tristesse et qui nous permet de prendre du recul et d'être beaucoup plus objectif sur nos compétences. Elle va nous faire prendre des décisions dans lesquelles on se sent au-dessus de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient vers moi, qui m'énerve, je suis en colère, il a beau faire 2 mètres sur 2 mètres, être en colère, je vais me dire, je vais le faire. C'est toujours ce qu'on retrouve justement dans l'étude du commandant Éric Orion, dont vous avez vu la photo tout à l'heure. Je vous donnerai son contact si besoin. Il fait des formations sur le sujet justement. C'est de se dire, avec l'émotion, je vais faire la mauvaise stratégie d'entrer dans le conflit, alors qu'en fait, j'ai pas du tout les compétences pour. Et là, c'est vrai que le cortisol va vous flouter toute l'information et l'interoception et vous allez vous dire, allez, j'y vais. Puis en fait, ça va très mal se passer. Donc, on voit que l'émotion aussi en soi, au-delà de je suis en interoception pour comprendre mon émotion, l'émotion va aussi potentiellement biaiser votre interoception dans votre travail émotionnel personnel. Voilà, c'était pour faire une réponse à votre commentaire. Ouais. J'ai 2 questions. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite entre la consommation de sucre et la prise de décision ? Alors là, comme ça, je ne l'ai pas en tête, sûrement, parce qu'il y a pas mal d'études en nutrition qui ont établi le lien entre nutrition et comportement. Alors, justement, avec émotion, parce qu'émotion, comportement, vous avez toujours un lien. Alors après, en tête, je ne suis pas experte en nutrition sur le sujet. Je sais que ça existe. Je sais que je l'ai déjà lu dans Cerveau et Psycho, qui est un magazine qui récapitule, qui vulgarise toutes les recherches sur le sujet en cerveau et psycho. Ils avaient fait une spéciale nutrition. Alors, je ne sais plus quand. Il faudrait retrouver le bon magazine parce qu'à l'intérieur, vous avez la bonne référence. Mais là, comme ça, de tête, je ne peux pas vous dire. Mais je sais que c'est quelque chose qui est pris en compte aussi, la nutrition, dans les métiers d'élite, justement, pour pouvoir tenir en termes d'énergie et de concentration. Effectivement, vous avez un lien qui est assez clairement établi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études sur l'autisme avec, vous savez il y a un prisme autistique qui est assez vaste en soi. Qui aussi établit le lien entre la nutrition de la personne autiste et son comportement et sa gestion de l'émotion en soi. Donc, vous avez des menus qui sont spécifiques, justement, et on a vu des bons résultats apparemment sur les personnes qui souffrent d'autisme lourd la plupart du temps. D'accord. Et la deuxième demande, c'était si tu pouvais approfondir le triptyque sommeil, sport et alimentation. Ah, bien sûr, à votre service. Alors, je l'ai forcément sous la main, celui-là. Il est là. Alors, le triptyque, sommeil, sport, alimentation. En fait, c'est un premier triptyque. Dans les techniques d'optimisation du potentiel, vous avez 2 grandes cours d'école. La première, c'est la cour d'école dite physiologique, où là, vous avez le trépied sommeil, sport, alimentation, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'études justement sur la nutrition et le lien avec l'énergie. Le sommeil, alors vous avez des tests de sommeil. Le meilleur, c'est le test de Pittsburgh pour connaître votre degré, on va dire, de qualité du sommeil. Alors, sachant que c'est subjectif aussi, c'est le test de Pittsburgh. Je le fais passer à mes étudiants. Et puis, vous avez aussi l'entraînement sportif en soi. Donc, ça, il faut vous imaginer que c'est la première cour d'école. La seconde, en technique d'optimisation du potentiel, c'est tout ce qui est préparation mentale, répétition, visualisation, ce qu'on peut appeler la méditation. Alors, vous arrivez avec ce mot-là dans certains secteurs, ça passe pas. Mais si vous parlez de préparation mentale et de visualisation, c'est un peu le même principe quand même. Vous avez tout un entraînement
de préparation mentale et physique, individuelle et collective, qui vous permet d'être le jour J ou en situation de crise en énergie et de mieux connaître justement vos différents degrés d'énergie. Donc, pour le détail de ces différentes actions préventives qu'on peut mettre en œuvre, qu'elles soient purement physiologiques, sommeil, sport, alimentation, et ou cognitive, préparation mentale et visualisation, je vous conseille le fameux livre de Edith Perrault-Pierre, médecin des armées, qui a créé les techniques d'optimisation du potentiel. Et d'ailleurs, il y a des organismes de formation qui ont travaillé avec, la plupart du temps, ce sont des policiers ou des différents professionnels de l'armée qui font des formations régulièrement. Je devais en avoir une le mois prochain, d'ailleurs, malgré la situation. Je pense que là, ça ne va pas être trop possible. Et donc, ça vous sert à apprendre à réguler votre énergie en fonction du besoin qui est lié à la situation. Initialement, l'idée, c'était d'apprendre à récupérer pour ne pas s'épuiser sur des zones de guerre. Donc, ça a été issu d'une instruction relative à la formation facteur humain des acteurs de la sécurité aérienne dans les années 90 dans l'armée, où la grande question qui s'était posée, c'était comment est-ce qu'on peut apprendre à nos effectifs à gérer leur stress, à gérer le quotidien, à gérer l'équilibre vie pro, vie perso. Et en fait, c'était l'élaboration de SAS en fait avant de partir sur une zone de guerre et en y revenant pour faire baisser justement l'intensité et puis avoir un sas de décompression dans le collectif pour que le professionnel puisse avoir ce qu'on appelle en psychologie un soutien social contenant. Ce qui fait que ça contient. Lorsque vous exprimez une émotion professionnelle à quelqu'un qui a vécu la même chose que vous avez une forme de miroir qui se crée. C'est ce qu'on appelle un soutien social contenant, c'est-à-dire que la personne, non seulement elle vous comprend intellectuellement, mais elle vous comprend aussi dans l'empathie, parce qu'elle l'a déjà vécu, parce que du coup, vous pouvez construire quelque chose derrière. Et ce que souvent on retrouve dans les métiers de policiers à risque, c'est que justement, ils cloisonnent, ils veulent pas raconter ce qui se passe, ils évitent justement de ramener toutes ces émotions au niveau de la famille, parce que du coup, le soutien social qu'il y aura derrière ne sera pas contenant, au contraire, il sera potentiellement problématique par contagion émotionnelle. Et je pense qu'on se retrouve beaucoup dans ce système-là pour les personnes en télétravail qui peuvent être stressées par des gros enjeux, qu'ils soient économiques, stratégiques en entreprise aujourd'hui. C'est la charge émotionnelle, forcément, elle est dans le quotidien et dans la famille si la personne est en télétravail. Et donc, pour vous donner un exemple, justement, après les attentats du Bataclan et toute la vague d'attentats autour de 2015 qu'il y a eu, quand on a fait des retours d'expérience en École nationale supérieure de la police, donc chez qui j'interviens en formation sur la gestion des émotions en situation de tuerie de masse, on a eu ce problème-là de turnover dans les effectifs qui pourtant avaient mené une action on ne peut plus valorisable en soi et incroyable. Je pense aux raids et aux effectifs de brigades anticriminalité qui étaient les primo-intervenants sur cette zone-là. Et en fait, les policiers, malgré la réussite, entre guillemets, de la mission, se sont parfois retirés des services, non pas parce qu'eux avaient peur d'y retourner, mais parce qu'en fait, c'était les familles, la plupart du temps les conjointes, qui avaient tellement peur pour leur propre mari, enfin les enfants aussi, que du coup, il y avait une pression émotionnelle qui se faisait et l'équilibre vie pro, vie perso n'a pas pu être sauvegardé. Et là, on était vraiment dans des situations extrêmes. Donc, cette idée-là de technique d'optimisation du potentiel, initialement, elle a été dédiée pour des personnes dans des situations de stress aigu et pour leur apprendre à élaborer des sas de décompression. Et ça, c'est vraiment une grande part de mes recherches, justement, c'est les stratégies de ménagement des différents effectifs. Et ça passe déjà par le fait de recenser les espaces et les lieux et temps d'échange dans un collectif avec ou sans chef. Pour vous donner encore un exemple de bonne pratique, après une situation à haut risque ou une intervention risquée, les différents débriefings qui sont faits, bon, déjà c'est important de faire un débriefing après une situation pour le transformer après en retour d'expérience, c'est que les premiers débriefings qui se font à chaud, le chef n'a pas le droit d'être là. Les premiers débriefings qui se font à chaud, c'est vraiment un sas de décompression entre professionnels où ils peuvent parler de tout ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a des choses qu'on n'ose pas toujours dire ensuite lorsque ça devient plus formalisé. Donc, vous avez ce qu'on appelle des débriefings par palier. Donc, si vous avez, vous, en situation en entreprise, des événements qui peuvent être un peu difficiles à gérer, la première chose à faire, c'est justement de mettre en place cette technique-là, des briefings par palier. Et plus ça monte, plus après, vous faire un compte-rendu qui se transforme en retour d'expérience et qui soit utile. Vous pouvez avoir deux petites demandes. Pour le livre, tu as recité un livre de Edith Perrault-Pierre, c'est le même que tout à l'heure, celui sur oui, technique d'optimisation du potentiel, ouais.
C'est comprendre et pratiquer les techniques d'optimisation du potentiel, c'est ça? C'est ça. Ah oui, oui. Ah, vous pouvez le décortiquer. Vous avez plein de petites techniques à tester. Vous pouvez tester sur vous. Alors, il n'y a pas tout qui marche. Moi, j'ai quasiment tout testé sur moi pendant ma dernière année de thèse. Forcément, les portes sur la gestion des émotions, il faut tester sur ça. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Celles qui marchent, les ai gardées. Celles qui ne marchent pas, il faut les mettre de côté. Et voilà, il faut faire un petit peu faut se les adapter. Après, le plus important, c'est la récurrence. C'est vraiment la récurrence de l'action, parce que ce n'est pas lors d'un naufrage qu'on apprend à nager, justement. Et paradoxalement, pour gérer les risques et pour gérer sa peur, le fait d'identifier les pires situations, c'est contre-intuitif, hein. Mais en fait, ça vous fait baisser l'intention de la peur, parce que votre cerveau a déjà fait un travail cognitif d'identification du risque, il s'est déjà projeté dans une situation fictive, mais imaginée, qui peut avoir une probabilité d'arriver. Et en fait, il y a déjà un début de travail de prise de décision qui a été fait. Alors que si on n'anticipe pas, c'est vraiment un travail d'anticipation des risques, si on n'anticipe pas, le risque, c'est de se retrouver dans l'émotion de surprise. Et l'émotion de surprise, son expression, c'est la sidération. Et la sidération, c'est rarement un comportement très utile en situation de crise où on doit justement prendre des petites décisions assez rapidement. Il y avait une demande qui était comment se positionner le plus longtemps possible en situation de stress adaptatif. Ah, et bien justement, ça me fait la transition sur les différentes stratégies de régulation des émotions pour être en stress adaptatif et pas stress dépassé. Alors, n'ayez pas peur, c'est une partie de mes résultats de recherche. Ça fait un énorme tableau, vraiment, qui ne donne pas très envie comme ça. Mais la couleur. Ouais, voilà, pas de peur. Mais je vais vous le décortiquer, vous le synthétiser déjà, et puis en fonction des questions que vous avez, parce que je vois qu'il est déjà 13h23, 15h23, pardon, on pourra rentrer dans un détail. Donc là, vous avez un tableau récapitulatif de toutes les ressources et stratégies de régulation des émotions au travail, dans la littérature, de manière transdisciplinaire, et dans les pratiques, parce que ce qui est en vert, c'est ce qui est bon, identifié en tout cas comme positif pour la santé, et pour l'accomplissement de la tâche. Alors, la performance, la concentration. Alors, moi, je l'ai appelé accomplissement de la tâche parce que j'étais dans des métiers, surtout de fonction publique et des métiers à risque. Donc, du coup, on ne peut pas tout comparer sur la tension, on va dire, qu'on donne dans cette tâche. Et ce qui est en rouge, évidemment, c'est ce qui est néfaste. Parfois, les résultats de recherche sont contrastés, c'est-à-dire qu'ils se télescopent. Il y en a qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas encore OK avec le résultat. Et parfois, c'est non précisé, ça veut dire que ça n'existe pas, donc ça peut faire des pistes de recherche en soi potentiellement intéressantes. Donc, première ressource, justement, pour être dans son niveau d'activation optimum, on va dire, c'est justement ce qu'on appelait les compétences émotionnelles tout à l'heure. Donc, vous avez 5 grandes compétences émotionnelles. Si vous voulez, je vous les ai récapitulées après, on pourra rentrer dans le détail, dont l'identification des émotions chez soi et chez les autres, et l'interoception, hein, c'est une des émotions, une des compétences qu'on a vues tout à l'heure. Et donc ça, ce sont des choses qui peuvent être apprises, travaillées, et les compétences émotionnelles collectives, aujourd'hui, c'est un champ de recherche qui est très intéressant à prendre en compte parce qu'on voit la limite de ce qu'on appelle la compétence émotionnelle individuelle. Et en fait, la plupart du temps, on n'agit pas tout seul, on agit dans un collectif de travail et donc, vaut mieux travailler ces compétences dans le collectif en formation, par exemple. Stratégie et mécanismes de défense. Alors là, on est en psycho et en psychiatrie pour certains mécanismes de défense. Vous avez ce qu'on appelle le coping. Coping, c'est to cope with, ça veut dire faire face à. Et là, vous avez 2 systèmes qui peuvent être mis en place. Alors, beaucoup d'études qui ont été faites sur personnel soignant, sur le coping. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Vous avez le coping qui est centré sur l'émotion, c'est-à-dire que vous allez d'abord travailler l'émotion que vous ressentez, vous allez être centré sur ça, ou alors vous allez travailler sur le problème. Alors, bien évidemment, il vaut mieux travailler sur le problème que sur l'émotion. On voit que les résultats sont contrastés. Mais pour travailler directement sur le problème, il faut aussi savoir réguler son émotion. On va voir qu'en dessous, c'est les stratégies de régulation émotionnelle individuelle que je vais vous détailler. En termes de mécanismes de défense en psychiatrie, si vous voulez, on pourra rentrer dans le détail, mais le plus positif qu'il faut prendre en compte, c'est celui qui est en vert. Du coup, c'est les stratégies de défense dites matures. Le meilleur exemple que j'ai sur les stratégies matures, bizarrement, c'est l'humour. L'emploi de l'humour, qu'on retrouve beaucoup dans des métiers qui ont un rapport, qui rapportent très fort avec la mort, ça permet au collectif de prendre de la distance et de mettre aussi
une émotion, entre guillemets, positive sur quelque chose qui est inacceptable. Ça peut donner des choses très bizarres lorsque vous êtes un chercheur qui est allé sur le terrain. Vous pouvez avoir des blagues un peu étonnantes, hein, pour ceux qui sont non avertis. Mais en fait, on voit que c'est vraiment une stratégie de défense, un sas de décompression pour les professionnels, voire un rituel, hein, pour certains. Et c'est une stratégie de défense mature qui vous permet justement de prendre du recul et de faire correctement son travail. Il y a aussi certaines études qui ont été faites pour les métiers de médecin légiste. Vous êtes en certaines parties obligé d'objectiver le corps, sinon vous ne pouvez pas travailler. D'ailleurs, on a retrouvé beaucoup cette stratégie-là lors du retour d'expérience du Bataclan, où justement, vous aviez une sidération, là, dans tous les cas, même si vous avez anticipé les risques, vous avez forcément une sidération. Mais le fait de objectiver, de rendre objet les corps ou les personnes, ça vous permet davantage d'agir en professionnel et donc d'avancer dans le processus collectif pour pénétrer justement dans l'endroit et puis mettre les terroristes hors d'état de nuire. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était essentiel. C'est une stratégie mature, alors qui peut choquer parfois, mais en fait, quand vous êtes dans l'action, elle est au contraire très opérationnelle. Il faut savoir ensuite en sortir et faire un retour d'expérience accompagné avec un psychologue pour pas justement que ça se transforme en stress post-traumatique par la suite ou en déni potentiel. Ensuite, vous avez le travail émotionnel. Alors là, je peux que vous conseiller de lire l'excellent livre de Hochschild. Alors, vous voyez, Hochschsch. C'est une super idée de mot de passe, on est d'accord. Harley Hochschild, qui est une sociologue du travail aux États-Unis, qui a travaillé sur le cas des hôtesses de l'air qui doivent en permanence afficher, montrer, exprimer une émotion qu'elles ne ressentent pas forcément. Et donc, ça peut créer une dissonance émotionnelle, c'est-à-dire un décalage entre ce que vous ressentez et ce que vous devez afficher. Là, je pense que l'intégralité des personnes en ligne subissent ce travail émotionnel. Vous avez différentes stratégies par rapport à ce travail-là. Vous en avez 3 que je vous présenterai tout à l'heure, mais vous avez aussi 3 procédés. Le jeu en surface, le jeu en profondeur et la déviance émotionnelle. Là, pareil, si vous avez des questions, je peux rentrer dans les détails par la suite, sachant que le jeu en profondeur, c'est le mieux. C'est essayer de faire correspondre au maximum ce que vous affichez avec ce que vous ressentez. Là, vous avez une certaine authenticité, alors que le jeu en surface, plus on joue, entre guillemets, un mauvais rôle, plus on est en détresse psychologique ou en fatigue psychique à la fin de la journée. On le voit d'ailleurs quand on fait que des rendez-vous toute la journée par rapport à une journée où on est concentré sur un dossier, par exemple. Le titre de son livre, tu le connais? Est-ce que c'est Le Prix des sentiments? Le Prix des sentiments, oui, pardon, j'ai pas donné. Oui, c'est Le Prix des sentiments, tout à fait. Merci pour. Donc, Harley Hochschild. Ensuite, vous avez en psycho, parce que là, on était en socio sur le travail émotionnel. Vous voyez, c'est transdisciplinaire, ça qui est intéressant. Ce qu'on appelle les stratégies de régulation individuelle. Alors là, c'est pour répondre à la question de votre collègue tout à l'heure sur le niveau de zone, on va dire, optimal. Vous avez un processus qui est développé par 2 chercheurs qui s'appellent Gross et John. Si vous voulez retrouver les différentes références des différents chercheurs sur ce tableau-là, en fait, il est disponible dans ma thèse. Il faut juste faire CTRL F, ressources et stratégies, vous trouvez le tableau et vous avez toutes les références dans la bibliographie par la suite. Alors, vous avez la sélection de la situation. Est-ce que je peux la sélectionner ou pas? Alors là, ce qui est le plus en vert, évidemment, c'est la stratégie de confrontation. C'est j'y vais, je me confronte à la situation. On voit bien que la procrastination et l'évitement, c'est tout en rouge. La procrastination étant aussi signe de… Enfin, en tout cas, ce qui est sous-jacent, c'est l'anxiété. Parce que la procrastination, c'est la peur d'échouer alors qu'on a travaillé. Ça peut arriver. Alors que le fait de procrastiner et de tout faire au dernier moment nous donne le droit de nous dire peut-être qu'on aurait pu réussir si on avait travaillé. Donc souvent, c'est l'anxiété qui se cache derrière ça. Personnes anxieuses souvent procrastinent pour cette raison-là. Ensuite, vous avez la modification de la situation. Donc là, pareil, il vaut mieux agir directement sur la situation que de manière indirecte. Indirect, ça veut dire qu'on utilise un tiers, une tierce personne à notre place. On envoie un petit soldat, entre guillemets. Alors, ça peut être intéressant, mais on voit que c'est pas, ça peut être contrasté. Ensuite, vous avez alors, une stratégie qui est très intéressante à entraîner et puis à développer lors de situations de crise, c'est le déploiement de l'attention. Il y en a été beaucoup question aussi en retour d'expérience de Bataclan. Pareil, il faut s'inspirer de situations extrêmes pour l'adapter à nos quotidiens. C'est la faculté de porter son attention sur quelque chose. En fonction de la situation, bien entendu. Par exemple, pour le cas de certains professionnels en situation à risque, c'était le fait de se réfugier dans la procédure.
Vous avez une procédure, alors c'est du reporting au quotidien, on n'aime pas ça, mais en fait, en situation de crise, c'est extrêmement salvateur parce qu'avec la sidération que vous avez en situation de stress aigu, le fait de donner une petite impulsion, un petit ordre, par exemple, en l'occurrence, c'était va me chercher de l'eau pour toute l'équipe. Là, ça commence à mettre les personnels en mouvement. Donc là, vous avez un déblocage parce que ça porte l'attention sur autre chose que vraiment ce qui vous sidère, en l'occurrence, qui est le problème principal. Donc, la faculté de pouvoir cloisonner aussi un peu ces différentes zones de travail, vie pro, vie perso, c'est aussi important de travailler cette compétence-là de déploiement de l'attention qui est extrêmement développée en méditation. Apprendre à faire le vide, apprendre à porter son attention sur, être en interoception, ressentir ce qui se passe dans le corps, apprendre à respirer. En sophrologie, voilà, on est concentré sur la respiration. C'est toutes les petites techniques qui vous permettent de mentir à votre cerveau finalement pour que l'émotion, elle passe. Parce qu'au bout d'un moment, elle s'inscrit, enfin, si elle s'inscrit dans le temps, ça devient une humeur, mais là, on parle vraiment des émotions. Une émotion, ça ne dure pas pendant des heures. Et donc, au bout d'un moment, elle passe et on prend l'air et hop, on a une décision qui sera peut-être un peu plus juste par la suite. Ensuite, vous avez une super stratégie aussi de régulation qui est extrêmement intéressante, c'est la réévaluation cognitive. Donc là, c'est le fait de réévaluer la situation d'une autre manière. Vous vous souvenez du premier processus du début où vous aviez… je l'ai imprimé. Vous vous souvenez de ça? Situation, évaluation, intérêt, préséance, attitude préparatoire, passage à l'action. Si vous changez, si vous travaillez votre évaluation de la situation, grave, pas grave, plaisant, déplaisant, alors ça peut beaucoup se faire en collectif de travail, ça vous permet du coup de changer tout le reste de votre processus. Mais là, c'est un travail souvent de retour d'expérience, d'entraînement, de visualisation. C'est un peu de la reprogrammation en fait au final, sans renier sur ses valeurs, hein, mais c'est juste d'essayer de voir les choses autrement. Quand il y a un enjeu fort, on va se dire, en fait, c'est peut-être pas la grosse conférence que je dois faire aujourd'hui le plus important, je dois en faire une à 20h pour le président de la République, imaginons. Il faut essayer de se mettre dans cette disposition-là, c'est essayer de se dire que ce qu'on vit peut être qu'un entraînement. Et du coup, ça vous permet de réévaluer l'importance de la situation. L'acceptation, tout est au vert. Qu'en est-il de l'autosuggestion positive? C'est de la réévaluation cognitive. C'est en psychologie positive. C'est juste un champ, une sous-branche du champ de la psychologie. Mais c'est de la réévaluation cognitive. L'accusation d'autrui, si vous voulez, on en parle, mais tout est rouge, hein, je pense qu'on est d'accord. Et enfin, quand on ne peut ni sélectionner ni modifier, qu'on a déployé potentiellement son attention, on a fait ce qu'on a pu, on est face au problème, dans tous les cas, on y passe. Là, c'est quand il n'y a plus rien à faire en amont, si vous voulez. Le seul truc qui marche, vous voyez, sur les 4, relaxation, prise de substance, suppression expressive et agression, c'est la relaxation. Donc là, on le retrouve vraiment sur la gestion du souffle, la gestion de son énergie, le travail émotionnel dit corporel, qu'on retrouve peut-être plus facilement chez les personnes sportives d'ailleurs qui connaissent bien leur niveau d'énergie. Mais là, il n'y a plus rien à faire. Donc en fait, les 2 étapes les plus importantes, c'est vraiment déploiement de l'attention et changement cognitif qui sont peut-être les leviers sur lesquels on peut le plus agir en entreprise. Et pour terminer, c'est les stratégies de régulation collective. Donc là, vous avez l'importance du collectif de travail. L'humour, on en a parlé. Les fameux espaces de discussion. Donc là, c'est l'aménagement de ce qu'on appelle l'ingénierie de la discussion. Alors, un super collègue qui travaille sur le sujet à Nantes, qui s'appelle Mathieu Detchesahar, très intéressant aussi pour les mots de passe. Detchesahar qui travaille justement sur les espaces de régulation du travail, pour mettre en discussion son activité. Et en fait, le collectif, c'est là qu'il va pouvoir à la fois expulser ses émotions, avoir un sas de décompression et à la fois reconstruire l'interprétation d'une situation. Donc, en fait, c'est de la régulation cognitive collective qui va pouvoir se créer là. Donc, en termes de management, c'est extrêmement important d'établir, d'instaurer, de promouvoir une ingénierie de la discussion, justement, dans cette optique-là. Et pour terminer, vous avez les différentes formes de soutien social, de l'organisation, du hiérarchique, le soutien socio-émotionnel, c'est le soutien des collègues, l'empathie, le soutien social contenant, comme on parlait tout à l'heure, et puis le fameux soutien social hors travail. Tiens, on voit que c'est en vert pour la santé, mais on ne sait pas si ça a un rôle sur l'accomplissement de la tâche du professionnel. Voilà pour le tableau. Est-ce que tout va bien? Alors, il y a… Antoine, je vais vous donner la parole parce que là, je ne vois pas comment traduire en fait votre message. Alors, je cherche juste le micro. Ça y est, j'ai trouvé. Bonjour Antoine. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, en fait, c'est juste pour rebondir sur le fait
des cercles de parole ou de ce que vous appelez l'ingénierie de la discussion. En ce moment, il y a un site internet que je cite qui s'appelle Make Sense, en fait, qui propose, donc c'est à vocation de faire monter les gens en compétences socialement et environnementalement, et qui propose des cercles de parole qui sont intitulés, par exemple, avec des titres un peu drôles, mais c'est paumé dans mon coronavirus, paumé dans mon boulot, paumé dans ma carrière, et qui mettent en place sur les discussions de 40 minutes avec un animateur sur le web, des techniques qui sont les mêmes, quasiment les mêmes problèmes, qui sont ces taux d'échange pour que les gens puissent avoir un petit sas d'échange, en fait, pour qu'ils essayent après repartir avec une base. C'est un peu de tact qui va leur permettre de passer ce problème-là. C'est juste un exemple qui peut être intéressant. Oui, c'est un très bon exemple, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. À toi, Hélène. Bah, c'était pour voir s'il y avait des questions. C'est 15 heures. Non, il n'y en a pas. On n'a pas? Oh, bah alors je fais quoi? Je fais une petite conclusion? Ou alors, ça y est. Non, c'était la personne en fait qui demandait quel était le site. Donc j'ai redistribué, j'ai remis le site. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions suite à l'intervention d'Hélène, s'il y a des points que vous auriez souhaité voir abordés et qu'éventuellement on n'a pas abordé. Je pense qu'ils ont beaucoup d'informations à voilà, j'étais en train de chercher le mot. Ah ben si, je veux bien finir sur quelque chose qui va faire travailler les compétences émotionnelles de tout le monde. Sur la première compétence émotionnelle, qui est l'identification de ces émotions, de ces ressentis. Alors en recherche, si vous voulez travailler là-dessus, parce que du coup, dans les différents terrains que j'investigue ou les différentes formations que je donne, je donne ça en fait à chaque fois, je le laisse à différents participants. C'est le modèle multidimensionnel des émotions de Robert Plutchik en psychologie qui identifie les différentes émotions. Donc, il faut vous imaginer que la roue, elle se referme sur le dessus, avec au centre les 8 émotions identifiées comme les plus intenses. Et plus vous partez en haut dans les branches, plus c'est un peu plus dilué, on va dire, c'est un peu moins fort. Par exemple, alors, si on prend la traduction française, parce qu'il faut toujours se baser dans le belge sur la vraie traduction, mais si on la fait en français, vous avez au centre, par exemple, terreur, peur, appréhension, et de l'autre côté, rage, colère, contrariété. Donc, vous voyez que plus on va dans les extrêmes, plus on est soft en termes d'intensité. Mais ce qui est intéressant dans ce modèle-là de catégorisation, c'est de se dire que ce qu'a fait Robert Plutchik, c'est pour ça que c'est la plus fiable, il me semble que c'est le plus fiable des modèles de catégorisation des émotions, c'est qu'à chaque branche, en termes de comportement, correspond son opposé. Par exemple, pour la peur, on est souvent sur des stratégies de fuite, alors que pour la colère, on est plutôt sur des stratégies de combat. Pour la joie, en haut, sérénité, extase, on est sur un comportement de partage, alors que la tristesse, on est plutôt sur du repli. Donc, vous voyez que c'est assez intéressant de pouvoir étudier les émotions sous cet angle un peu visuel, comme autant de couleurs en fait qu'il peut y avoir dans un prisme sans fin, on va dire. Et plus vous avez de mots, plus vous avez de pensées par rapport à l'émotion. Et vous avez des études internationales où vous vous rendez compte qu'il y a dans certains pays, ils ont un mot pour dire une certaine émotion et dans d'autres, non. Et c'est assez intéressant de se dire, du coup, est-ce qu'ils le ressentent ou pas. Et donc, pour terminer, pour demander justement à nos différents participants ce qu'ils ressentent, vous pouvez aussi avoir, une fois que vous avez identifié votre émotion, vous avez à gauche colère, mépris, dégoût, etc., le besoin qui correspond à cette émotion. Donc, on l'avait dit tout à l'heure, la colère, c'était d'éradiquer la menace, de rétablir la situation. On est souvent sur des enjeux d'injustice. Pour le mépris, on est sur le fait de rétablir sa valeur dans un groupe, le conformisme, etc. Et donc, ce que je vous propose peut-être, on a pu le faire peut-être tout à l'heure sur l'émotion de victoire, c'est de connaître un peu votre état émotionnel en face. Alors, du coup, il y a déjà effectivement un partage d'expérience, comme quoi la personne l'utilise pour des réunions de groupe pour s'exprimer sur le problème du changement climatique. Et sinon, il y avait une question, comment on peut accompagner les managers dans la prise de conscience de ce sujet, des émotions? Alors, je pense que ça passe d'abord par de la sensibilisation. En fonction de comment est-ce que c'est axé, ça dépend du secteur en fait.
en fonction des interventions, que ce soit chez les urgentistes ou chez les policiers ou chez les profs, etc., on ne s'exprime pas forcément de la même façon. La clé d'entrée n'est pas toujours la même. Si j'étais arrivée en disant on va parler des émotions maintenant, dans certains secteurs peut-être un peu masculins, ça aurait été un peu compliqué. Donc, c'est vraiment la clé d'entrée qui change. Mais une fois que vous avez la sensibilisation, il faut identifier sur quoi les personnes souhaitent travailler. Est-ce qu'elles veulent travailler sur des outils? Est-ce qu'elles veulent travailler sur des pratiques? Si oui, on est sur quoi? De l'individuel, du collectif, de l'organisationnel? Est-ce qu'on est sur la prise de décision? Est-ce qu'on est sur la gestion du risque? Et après, en formation, vous avez une base qui est proposée. Enfin, moi, j'interviens beaucoup avec le commandant de police, Éric Orion. On est en binôme là-dessus parce qu'on est assez complémentaires sur les outils, les pratiques et la recherche. Et donc, on propose un certain nombre de formations. Et puis ensuite, une fois que la personne a le processus, on va dire, et peut faire vivre les différents groupes dans ces équipes, là, les différents zones, espaces de discussion et de ménagement finalement de l'émotion, et ben l'accompagnement, il s'arrête là en fait. On est juste formateur en entreprise là-dessus. Et ensuite, les personnes prennent le relais. Il vous faut identifier des personnes relais aussi dans l'entreprise pour que ces différents sujets puissent se développer et puis avoir des résultats qui soient positifs. Ou alors prendre un chercheur qui serait en début de thèse, par exemple, sur le sujet et qui mènerait, par contre, une étude plus longitudinale en étant tout le temps chez vous et qui travaillerait sur le sujet des émotions, comme j'ai pu le faire à l'époque. Ok, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre émotion actuelle. Ah oui, je serais curieuse. Par rapport à cette roue. Je serais dans l'intérêt et la joie, là. L'idée, ce serait donc de nous dire effectivement dans quelle émotion vous vous sentez actuellement. Voilà la demande. En fait, il y a une personne qui répond, donc heureuse, mais un peu dépassée par toutes les infos qui ont été données. Un peu vite, je suis désolée. Vraiment. Beaucoup d'infos, c'est très intéressant, donne envie d'aller plus loin, notamment via les lectures que tu as pu recommander. Ah, ok. Là, actuellement, comment est-ce que vous vous ressentez actuellement? Pas forcément lié au confinement ou autre, c'est là actuellement. Et là maintenant, tout de suite, oui. On n'est pas sur l'humeur, on est sur l'émotion, affect instantané, on va dire. Voilà. Intérêt et anticipation. Sérénité, intérêt, admiration pour tout ce travail de recherche et consolidation d'informations. Intérêt 2 fois. Sérénité. Voilà, tu les fais tous repartir avec plein de choses dans la tête. Ça me met en joie. Curieuse, ce qui est intéressant, c'est cette dictature du toujours plus compétent, toujours plus au top. Ouais. Oui, alors, c'est une question ou c'est un… Redites-moi la phrase. Alors, curieuse, ça c'est l'émotion. Et ce qui est intéressant, c'est cette dictature du toujours plus compétent, toujours plus au top. Oui, avec le dictat aussi du bonheur qu'on voit beaucoup. En fait, il faut être coaché pour tout. Je ne sais pas, peut-être que la personne connaît, qui a fait le commentaire, connaît peut-être ce qu'on appelle le développement impersonnel. Oh, si tu peux en dire 2 mots, je ne sais pas. Dénonce la dictature du tout bonheur. Il faut savoir gérer ses émotions et non pas réguler. Alors la gestion en soi, c'est juste impossible parce qu'on n'est pas des robots. Il faut être tout le temps parfait, etc. Et je suis tout à fait d'accord en fait, avec le risque que ça peut poser en entreprise parce que du coup, ça fait culpabiliser l'individu alors que parfois, c'est des modes de fonctionnement organisationnel qui posent problème. Et lorsque c'est l'individu qui se dit « Attendez, c'est moi qui ai un problème, c'est à moi d'apprendre à respirer », alors qu'en fait, le vrai problème vient de la charge de travail ou d'une injonction paradoxale ou un conflit de valeurs, et là, du coup, c'est lui qui va se mettre encore plus en souffrance et c'est la double peine, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, sur ce sujet, de ne pas avoir une vision que psycho, que individu, mais d'avoir vraiment une vision psychosociale, d'incorporer justement l'individu dans l'organisation et se dire que c'est un processus qui est itératif en fait, que c'est vraiment dans les deux sens. Parce que sinon, vous tombez effectivement dans le diktat du il faut, je dois être heureux tout le temps, sourire tout le temps. Et c'est exactement ce que dénonce aussi la sociologue Harley Hochschild avec le prix des sentiments là-dessus. Et elle montre justement la charge mentale que ça peut provoquer. D'ailleurs, double charge pour les femmes jeunes avec enfants en bas âge pour faire la suite de son étude sur le sujet du travail émotionnel. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires que vous souhaitez nous faire partager?
Mais écoute, je pense que... Quand est-ce qu'on se revoit? Donc... Je ne vous ai pas vu, vraiment. Et bien, quand on verra en vrai, avec plaisir, alors. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup Hélène. Merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas donc à nous solliciter hein, pour toute thématique que vous souhaiteriez voir abordée ou que vous souhaiteriez proposer pour intervention. Sur notre site internet, vous retrouvez tous les replays et tous les programmes des différentes semaines. Donc n'hésitez pas, vous pourrez effectivement retrouver donc ce replay dès vendredi. Et puis ben, en attendant, prenez bien soin de vous. Merci. Merci Hélène. Merci à vous. Je peux arrêter le partage d'écran? Oui, tu peux, il n'y a pas de souci. Et tout le monde, donc tu verras justement du coup le chat, tout le monde te remercie. Bah, merci, merci beaucoup, merci à tous. Ah oui, je vois. Voilà. Dans le flow. C'était Oui, très intéressant. Merci beaucoup. Oui, le diaporama vous sera envoyé. Hélène me le fera suivre. Ah oui, je vais te l'envoyer. Ok. Ouais. Je vous renverrai ça sans problème. Et je le note. Ça marche. Je raccroche? Oui, tu peux. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer finir, voir si jamais j'ai encore des messages à gérer, mais c'est bon. Très bien. À bientôt. À bientôt. Alors, pour répondre à vos demandes, je vous enverrai un email avec la présentation et puis le lien vers notre site internet où vous pourrez retrouver le replay. Une bonne continuation à tous.